Bonjour, je suis Marc, ex-militaire, force spéciale. Ce que je vais vous raconter, personne ne voudra le croire. Mais après 3 missions en Afghanistan, je pensais avoir tout vu. Je me trompais. Octobre 2024, je rentre enfin chez moi, dans les Ardennes. Ma petite maison héritée de grand-père, au bord de la forêt de Verdun. 3 ans que je n'y avais pas mis les pieds. L'armée, puis les événements qui m'ont forcé à partir. L'odeur de moisi me frappe immédiatement. Tout est comme je l'avais laissé, couvert de poussière. Les photos de famille sur la cheminée, le vieux fauteuil de grand-père près de la fenêtre qui donne sur les bois. Mais quelque chose cloche. Les volets du premier étage sont ouverts. Je les avais fermés avant de partir. J'en suis certain. Un détail qui peut paraître insignifiant, sauf quand on a appris à survivre en faisant attention aux détails. Ce premier soir, allongé dans mon ancien lit, j'entends des bruits étranges, des pas dans la forêt, lents, réguliers, comme une patrouille. Mon instinct militaire se réveille immédiatement. Je me lève, j'écarte le rideau. Rien, que l'obscurité entre les arbres. Mais l'impression d'être observé ne me quitte pas. Cette sensation que je connaissais bien en mission, quelqu'un me surveille. 3h17 du matin. Je consulte ma montre quand j'entends le premier cri. Un hurlement déchirant qui vient de la forêt. Pas un animal, quelque chose de plus humain, de plus désespéré. Le cri résonne encore dans ma tête quand je remarque quelque chose d'impossible sur la fenêtre embuée. Des empreintes de mains. De l'extérieur. Au premier étage. Comment quelqu'un peut-il laisser des empreintes sur une fenêtre du premier étage? Et pourquoi ces marques semblent-elles anciennes? Si vous avez vécu des expériences similaires après un retour de mission, ou si vous connaissez les légendes de Verdun, partagez vos histoires en commentaire. Et abonnez-vous, car Marc ne fait que commencer à découvrir ce qu'il attend dans cette forêt. Le matin suivant, je pensais avoir rêvé, jusqu'à ce que je voie les empreintes encore là, sur ma fenêtre. Mais ce n'était que le début. 7h30, j'inspecte l'extérieur de la maison. Formation militaire oblige, analyser, comprendre, agir. Les empreintes sur la vitre sont bien réelles, mais impossible de trouver comment quelqu'un a pu monter jusque-là. Pas d'échelle, pas d'arbre assez proche. Je décide de suivre les traces de pas que j'avais entendues la nuit dernière. Elles mènent vers la forêt, mais s'arrêtent net à environ 50 mètres de la maison, comme si la personne avait disparu. C'est là que je remarque quelque chose d'étrange dans la terre. Des objets métalliques rouillés à fleurs. Je creuse avec mes mains et je trouve des fragments d'obus. Vieux, très vieux. Mon grand-père ne m'avait jamais dit que cette zone avait été un champ de bataille. Mais ces éclats, ils datent de la Première Guerre mondiale, j'en suis certain. Je décide d'aller au village. Peut-être que quelqu'un pourra m'expliquer. Chez Madame Moreau, l'épicière qui connaît tous les ragots du coin depuis 40 ans. « Marc, ça fait longtemps. Tu es revenu t'installer ?» Je lui montre les fragments d'obus. Son visage change immédiatement. Elle devient pâle, nerveuse. « Tu as trouvé ça où exactement ?»« Dans la forêt, derrière la maison de grand-père. »« Mon Dieu, tu ne savais pas. Cette zone, c'était le camp de base du 157e régiment. En 1917, ils ont tous disparu en une nuit. » « Tous disparus ? 120 hommes ne disparaissent pas comme ça. Mais Madame Moreau refuse d'en dire plus. Elle me conseille juste de ne pas rester dehors la nuit et de fermer toutes mes volets. De retour à la maison, je fouille dans les affaires de grand-père. Dans un vieux coffre au grenier, je trouve son carnet de guerre. Il était bien ici en 1917, mais les dernières pages... 15 novembre 1917. Il marche la nuit, toujours vers la maison du bois. Paul dit qu'il cherche quelque chose, ou quelqu'un. 20 novembre 1917. Impossible de dormir. Les cris dans la forêt recommencent, comme à Verdun, mais différents, plus anciens. 25 novembre 1917. J'ai vu leur visage. Mon Dieu, leur visage. Ce ne sont plus des hommes. La dernière ligne me glace le sang. Si quelqu'un dit ceci un jour, ne restez jamais seul dans cette maison un 27 novembre. C'est l'anniversaire, ils reviennent toujours. Je regarde le calendrier sur mon téléphone. Nous sommes le 25 novembre. Il me reste 2 jours pour comprendre ou pour partir. Mais ce soir-là, en fermant mes volets comme conseillé, je réalise quelque chose de terrifiant.
Les empreintes sur ma fenêtre, elles sont maintenant de l'intérieur. 26 novembre. Il me reste 24 heures avant quoi exactement? J'ai décidé de creuser plus profond, littéralement, et ce que j'ai trouvé dans cette forêt, ça défie toute logique. Dès l'aube, je retourne à l'endroit où j'avais trouvé les éclats d'obus. Avec ma formation militaire, je sais reconnaître les signes d'un ancien campement. Et effectivement, à 30 cm sous terre, des plaques d'identité, des boutons d'uniforme, une baïonnette brisée et quelque chose qui me fait froid dans le dos, des lettres encore lisibles malgré l'humidité. Ma chère Marie, si tu reçois cette lettre, c'est que nous ne reviendrons pas. Quelque chose nous traque dans cette forêt. Pas les boches, autre chose. Les hommes parlent d'une malédiction, mais moi, sergent Rousseau, je sais ce que j'ai vu. Je fouille davantage. Plus de lettres, toutes datées de novembre 1917. Toutes parlent de la même chose. Des silhouettes dans la brume, des voix qui appellent depuis les tranchées abandonnées, des hommes qui disparaissent pendant leur garde. C'est là que j'entends le premier appel. Faible, lointain, comme quelqu'un qui crie au secours. Mon instinct de soldat prend le dessus, on ne laisse jamais un homme derrière soi. Je cours vers la voix, mais elle semble toujours venir de plus loin. Je m'enfonce dans la partie la plus dense de la forêt. C'est là que je les vois. Des tranchées, parfaitement conservées, impossibles à voir depuis les sentiers, cachées par la végétation qui a poussé dessus. Mais elles sont là, avec leurs caillebotis pourris, leurs abris éventrés, et dans ces tranchées, des bruits, comme des conversations étouffées, des ordres chuchotés, le bruit caractéristique des équipements militaires qui s'entrechoquent. Sergent Rousseau au rapport, mon commandant. La patrouille n'est pas rentrée, mon sergent. Ils sont partis vers la maison du bois, comme les autres. Ma présence semble les alerter. Les voix s'arrêtent net. Un silence de mort s'abat sur la forêt. Puis, lentement, j'entends des pas, plusieurs paires de bottes qui se rapprochent. Je recule, mais je sens que c'est trop tard. Dans la brume qui se lève, je distingue des silhouettes, en uniforme, avec cette démarche caractéristique des soldats en patrouille. L'un d'eux tourne la tête vers moi. Sous son casque, là où devrait être son visage, il n'y a que de la brume, et deux points lumineux comme des yeux. Marc. Tu es enfin revenu. Nous t'attendions. Je cours comme jamais. Derrière moi, j'entends leurs pas qui suivent le même rythme que les miens. Ils ne courent pas, ils marchent, mais ils gardent la cadence. De retour chez moi, tous verrous tirés, j'essaye de reprendre mes esprits. Comment peuvent-ils connaître mon nom? Et cette phrase, nous t'attendions. Madame Moreau, sa voix tremble. Marc, il faut que tu partes, maintenant. Mon arrière-grand-père était dans ce régiment, il était le seul survivant. Ils ne sont pas morts à la guerre, ils ont été transformés. Et demain, c'est l'anniversaire de leur transformation. Mais quand je retourne vers la fenêtre, je les vois, alignés à la lisière de la forêt, une vingtaine de silhouettes en uniforme, qui attendent. Et maintenant, je sais pourquoi ils attendent. Demain, c'est mon tour de rejoindre le 157e régiment. 27 novembre, 6 heures du matin. Dans 12 heures, quelque chose va se passer. Je ne partirai pas sans comprendre. J'ai retrouvé le seul survivant du 157e régiment, Henri Moreau, 103 ans, arrière-grand-père de l'épicière. Dans la maison de retraite de Bar-le-Duc, il attend ma visite comme s'il savait que je viendrais. Alors, tu es le petit-fils de Marcel Dubois? Sa voix est faible, mais ses yeux sont perçants, encore hantés après plus d'un siècle. Monsieur Moreau, que s'est-il passé en novembre 1917? Il ferme les yeux. Ses mains tremblent sur les accoudoirs. Nous étions cantonnés près de chez ton grand-père. 120 hommes du 157e, des gars solides, aguerris. Mais cette forêt, elle était différente.
Même les obus allemands l'évitaient. Il sort un carnet de sa table de chevet, plus ancien, plus abîmé que celui de grand-père. Le 20 novembre, on a trouvé des ossements, pas récents, très anciens. Le capitaine a dit qu'on creusait une nouvelle tranchée de communication. Mais moi, je savais qu'on déterrait quelque chose qu'il fallait laisser dormir. Qu'avez-vous trouvé exactement ? Un charnier. Mais pas de la guerre. Plus vieux, beaucoup plus vieux. Des os gravés avec des symboles étranges. Et au centre, une pierre noire, comme un autel. Henri continue. Sa voix devient de plus en plus faible. Le capitaine a voulu déplacer la pierre. Dès qu'on l'a touchée, les choses ont changé. Cette nuit-là, les premiers hommes ont disparu. Pas morts. Transformés. Transformés comment ? Ils revenaient, mais ce n'étaient plus eux. Ils parlaient comme nous. Ils avaient nos souvenirs, mais leurs yeux étaient vides. Et ils recrutaient, un par un, chaque nuit. J'étais de garde le 27 novembre. J'ai vu mes camarades marcher vers la forêt, comme des somnambules. Et j'ai entendu la pierre leur parler, leur promettre l'éternité. Plus de peur, plus de douleur, plus de guerre. Comment avez-vous survécu ? J'ai couru, j'ai déserté. Je suis le seul lâche qui ait survécu à cette maudite régiment. Soudain, sa poigne se resserre sur mon bras. Une force surprenante pour un homme de son âge. Mais toi, tu es différent. Tu as déjà vu la guerre, comme nous. Tu as déjà tué, comme nous. C'est pour ça qu'ils te veulent. Les soldats comme nous ont fait de meilleurs gardiens. Gardien de quoi ? De la pierre. Elle dort depuis des siècles, mais elle rêve. Et dans ses rêves, elle crée des armées. Le 157e n'était que le début. Henri me regarde avec une pitié terrifiante. Si tu y retournes cette nuit, tu rejoindras tes camarades, pour l'éternité. Mais si tu fuis, ils viendront te chercher, tôt ou tard. Un message sur mon téléphone, de mon propre numéro. Impossible. Rentre à la maison, Marc. Nous avons préparé ton uniforme. Sur la route du retour, dans mon rétroviseur, je vois des silhouettes en uniforme qui marchent sur l'autoroute. Elles me suivent. Et elles gagnent du terrain. 27 novembre, 18h30. Le soleil se couche. Dans ma maison, j'ai trouvé quelque chose qui change tout. Un uniforme du 157e régiment. À ma taille, avec mon nom brodé dessus. Sur mon lit, parfaitement repassé, comme neuf. L'écusson du régiment brille encore. Et sur la poche poitrine, Dubois, monsieur, sergent, thoughtful. Comment peuvent-ils connaître mon grade ? Je ne l'ai jamais dit à personne au village. Des bruits au-dessus, dans le grenier, des pas, lents, méthodiques, comme une inspection militaire. Je monte, pistolet de service à la main. Formation militaire, toujours être prêt. Mais ce que je découvre là-haut, ils sont là. 5 soldats en uniforme de 1917, debout au garde à vous. Leurs visages sont nets maintenant. Ce sont des hommes que je reconnais. Calmly. Sergent Dubois, enfin. Celui qui parle, je le reconnais. Thomas, mon binôme en Afghanistan. Mort il y a 6 mois sous une IED. Choqued. Thomas ? Mais tu es mort. J'étais à ton enterrement. Softly. Comme eux étaient morts en 1917, Marc. Mais la pierre, elle nous a donné une seconde chance. Plus de guerre, plus de cauchemars, plus de stress post-traumatique. Les autres soldats avancent. Je reconnais maintenant tous leurs visages. Mes camarades tombés. Philippe, mort au Mali. Sébastien, suicide après son retour. Antoine, overdose pour oublier. Nous t'attendions, Marc.
Tu es le dernier de notre section. Maintenant, nous pouvons être complets. Persuading, rejoins-nous. Plus jamais de solitude, plus jamais de culpabilité. Nous sommes une famille éternelle. Je recule vers l'échelle, mais elle a disparu. Le grenier s'est transformé. Les murs sont maintenant faits de terre et de bois, comme l'intérieur d'une tranchée. Qui n'a pas le choix, Marc? Regarde. Thomas me tend un miroir. Mon reflet. Mon reflet porte déjà l'uniforme. Mes yeux sont vides, comme les leurs. Non! Je brise le miroir d'un coup de poing. Immédiatement, la douleur me ramène à la réalité. Je suis encore moi, encore vivant. Les soldats reculent comme si ma résistance les affaiblissait. Ce n'est que le premier appel, Marc. Il y en aura d'autres. Et à chaque fois, tu seras un peu plus nous. Ils disparaissent. Je suis seul dans le grenier, redevenu normal. Mais sur le sol, il reste quelque chose. Une lettre. De ma propre écriture. Si tu lis ceci, c'est que tu résistes encore. Bien. La pierre a besoin de soldats volontaires pour être vraiment puissante. Mais attention, chaque nuit où tu refuses, elle devient plus forte. Et tes souvenirs de guerre deviennent ses armes contre toi. En bas, j'allume mon ordinateur portable. Je recherche des informations sur ma section en Afghanistan. Ce que je découvre me glace le sang. Nous ne sommes pas morts au combat comme je le croyais. Nous avons tous été portés disparus lors d'une mission près de Kunduz. Mission dont je n'ai aucun souvenir. Et selon le rapport militaire, je suis moi aussi porté disparu depuis 6 mois. Si je suis officiellement mort, qui suis-je vraiment? Et cette maison, est-ce que j'y suis vraiment revenu ou est-ce que je n'en suis jamais parti? Qui suis-je? Thoughtful. Cette question me hante depuis 3 jours, mais ce matin, j'ai décidé de forcer ma mémoire et ce que j'ai découvert me fait douter de tout. Je fouille systématiquement chaque document de la maison. Actes de propriété, factures, photos, tout semble authentique. Tout prouve que je suis bien Marc Dubois. Mais alors pourquoi l'armée me croit-elle mort? J'appelle le ministère de la Défense, service des disparus, une voie administrative froide. Marc Dubois, matricule 7749521, effectivement porté disparu le 15 mai 2024 lors d'une mission de reconnaissance près de Kunduz. Aucune trace depuis 6 mois. 15 mai 2024. Thoughtful. Je me souviens de cette date. C'était quoi déjà? Plus j'essaie de me rappeler, plus ma tête me fait mal. Et soudain, par flash, des images reviennent. Flash. Le désert afghan. Notre véhicule blindé avance sur une piste poussiéreuse. Flash. Thomas à côté de moi qui plaisante sur notre prochaine permission. Flash. Un cratère. Énorme. Pas fait par une bombe. Creusé. Pourquoi ces souvenirs me reviennent maintenant? Et pourquoi j'ai l'impression qu'ils ne sont pas complets? Marc? Une voix de femme, familière. Je me retourne. Sarah. Ma fiancée, celle que j'avais laissée en partant pour l'Afghanistan. Mais elle est différente, plus pâle. Ses yeux ont cette même vacuité que ceux des soldats. Sarah, qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai cherché partout, Marc, depuis que tu as disparu. Et maintenant, je t'ai trouvé. Elle avance vers moi, mais sa démarche est étrange, trop fluide, comme si elle glissait sur le sol. Tu ne te souviens pas de notre dernière conversation, avant que tu partes? Flash, Sarah en larmes. Si tu pars, je ne serai plus là quand tu reviendras. Flash, moi qui claque la porte. J'ai un devoir envers mes hommes. Flash, sa voix dans l'escalier. Alors va retrouver tes morts, Marc. Va les rejoindre. Sarah, tu es... Morte? Oui, Marc. Accident de voiture, 3 jours après ton départ. Tu as reçu la nouvelle par radio. Et là, tout s'éclaire. Le poids sur ma poitrine, depuis des mois. Cette culpabilité que je traînais. Ce n'était pas le stress post-traumatique, c'était le chagrin. Maintenant tu comprends, Marc? Nous sommes tous morts. Toi, moi, tes camarades. Cette mission à Kunduz, vous êtes tous morts dans ce cratère. Flash final. Le cratère s'ouvre sous notre véhicule. Une pierre noire au centre. Ancienne, pulsante. Et cette voix qui promet de nous réunir tous. La maison autour de moi commence à se déformer. Les murs deviennent de la terre. Le plafond est métal tordu.
Je ne suis pas dans ma maison. Je suis dans l'épave de notre blindé. Depuis 6 mois. Mais pourquoi ici? Pourquoi cette forêt? Sarah sourit, mais son sourire n'atteint pas ses yeux vides. Parce que la pierre a des sœurs, Marc. Partout dans le monde. Verdun, Kunduz, Gettysburg, tous les champs de bataille où trop de sang a coulé. Et maintenant, elle se réveille. Autour de nous, d'autres voix s'élèvent. En français, en anglais, en allemand, en Parkstuhl. Toutes les armées, de tous les conflits. Tous morts, tous recrutés. Et au centre de tout ça, une question terrifiante. Si nous sommes tous morts, qui va arrêter la pierre de créer son armée éternelle? L'épave de notre blindé s'est transformée en quelque chose d'autre. Un lieu entre les mondes. Et Sarah va me montrer la véritable histoire des pierres noires. Autour de nous, l'espace se distord. Les parois du véhicule deviennent transparentes. Je vois à travers d'autres époques, d'autres guerres. Regarde, Marc. Regarde et comprends. Vision. Rome antique. Un champ de bataille jonché de corps. Au centre, une pierre noire puce. Des légionnaires morts se relèvent, leurs yeux vides tournés vers elle. Ça a commencé il y a 2000 ans. Explique Sarah. La première pierre est apparue après la bataille de Teutobourg. Tant de morts, tant de colère. Elle s'est nourrie de ça. Vision, Moyen-Âge, champ d'Azincourt. Chevaliers français et archers anglais se relèvent ensemble, unis dans la mort. À chaque grand massacre, une nouvelle pierre apparaît. Waterloo, Gettysburg, Verdun, Stalingrad. Elles se nourrissent du traumatisme collectif. Vision, Normandie, 1944. GI américains et soldats allemands marchent côte à côte vers une lueur noire. Thoughtful. Mais pourquoi? Ma voix résonne étrangement dans cet entremonde. Serious. Parce qu'elles ne sont pas de ce monde, Marc. Elles viennent d'ailleurs et elles préparent quelque chose. Sarah me prend la main. Sa peau est froide mais familière. Viens, il faut que tu vois la source. Nous nous retrouvons ailleurs. Un lieu qui n'existe pas sur Terre. Un temple immense fait de la même pierre noire. Et au centre, une pierre colossale. Elle pulse avec la vie de milliers de soldats morts. Autour d'elle, des armées entières de toutes les époques montent la garde. Le cœur de guerre. Murmure Sarah. Toutes les autres pierres lui sont reliées. Et quand il aura assez de soldats, il envahira le monde des vivants. Une guerre éternelle. Plus jamais de paix. Je regarde ces armées, romains, vikings, samouraïs, poilus, GI, tous unis sous la même bannière noire, tous prêts à marcher. Combien lui faut-il encore? Pas beaucoup. Les guerres modernes lui donnent plus de puissance. Plus de traumatisme, plus de morts simultanées. Et toi, Marc? Toi, tu es spécial. Un soldat d'élite. Ton âme vaut 1000 fantassins ordinaires. Une figure s'approche, plus grande que les autres, plus ancienne. Son uniforme, je ne reconnais aucune époque. Il semble fait de la guerre elle-même. Marc Dubois. Enfin. Sa voix résonne de 1000 batailles. Je suis le premier. Le premier à avoir entendu l'appel du cœur. Je guide ces armées depuis 2 millénaires. Rejoins-nous volontairement et tu commanderas une légion. Refuse, et nous prendrons ton âme de force. Mais dans ce cas, tu ne seras qu'un simple soldat. Autour de nous, les milliers de soldats scandent mon nom. Dubois, Dubois, Dubois. Je regarde Sarah. Dans ses yeux, je vois une lueur d'espoir. Une lueur qui ne devrait pas être là si elle était vraiment morte. Sarah, tu n'es pas comme eux, n'est-ce pas? Elle se rapproche, chuchote à mon oreille. Je ne suis pas morte, Marc. Je suis dans le coma depuis ton départ. Et d'une manière ou d'une autre,
Mon âme t'a suivi. Je suis venu te chercher. Mais pour te ramener, il faut d'abord détruire la pierre de Verdun. C'est ton ancrage dans ce monde. Et j'ai peut-être trouvé comment. Le premier nous entend. Son rugissement fait trembler tout le temple. Personne ne quitte mes armées. Échapper au temple du premier semble impossible. Mais Sarah a découvert quelque chose que même les pierres noires ignorent. L'amour peut briser leurs chaînes. Cours, Marc, suis-moi. Sarah m'entraîne à travers les couloirs du temple. Derrière nous, le rugissement du premier fait vibrer les murs. Ces légions se lancent à notre poursuite. Comment tu sais où aller? Parce que je ne suis pas vraiment ici. Mon corps est dans un hôpital de Reims, relié à toi par notre lien. Je peux voir les failles de ce monde. Nous dévalons des escaliers qui semblent infinis. Autour de nous, les murs montrent des images de toutes les guerres de l'humanité. C'est ça le vrai pouvoir des pierres. Transformer l'amour en haine, la paix en conflit. Par ici! Sarah nous fait passer par une brèche. Nous nous retrouvons dans ma chambre d'hôpital militaire. Je me vois allongé, inconscient. Des tubes, partout, un respirateur artificiel. Tu vois, tu n'es pas mort, Marc. Tu es dans le coma depuis l'explosion, mais ton esprit, il est prisonnier de la pierre de Kunduz. Sarah se penche sur mon corps inconscient. La pierre de Verdun et celle de Kunduz sont connectées. Si on détruit celle de France, ça coupe la connexion. Tu pourras te réveiller. Mais comment détruire quelque chose d'aussi ancien, d'aussi puissant? Avec ça, elle sort quelque chose de sa poche. Une grenade, mais pas n'importe laquelle. Une grenade expérimentale, marquée du logo de l'armée française. Grenade EMP nouvelle génération, conçue pour détruire les équipements électroniques ennemis. Mais j'ai une théorie. Soudain, nous sommes aspirés vers le temple. Le premier nous a retrouvés. Vous pensez échapper à la guerre éternelle? Elle est dans vos gènes, dans votre espèce. Autour de nous, les armées se reforment, mais quelque chose a changé. Certains soldats hésitent. Dans leurs yeux vides, une lueur d'humanité revient. Tu vois ça, Marc? Ton refus les influence. Plus tu résistes, plus ils se souviennent. Un légionnaire romain regarde ses mains. Un poilu de 14 laisse tomber son fusil. Un GI enlève son casque. « Qu'est-ce qui nous arrive ?» demande le légionnaire. « Je me souviens de ma femme » murmure le poilu. Le premier panique. Son contrôle s'effrite. « Impossible! La guerre est tout! La guerre est éternelle! Sarah, maintenant !» Elle active la grenade, mais au lieu de la lancer vers la pierre centrale, elle me la place dans les mains. « Marc, 10 secondes avant explosion. Trouve la pierre, place la grenade au contact. Le MP devrait perturber son champ énergétique. Et toi? Moi, je reste ici, je retiens les armées. Vas-y! Je la regarde une dernière fois. La femme que j'aime, qui a traversé les dimensions pour me sauver, Sarah. Va sauver le monde, soldat. Je me retrouve dans la forêt de Verdun, mais cette fois, je sais exactement où aller. La grenade pulse dans ma main. 7 secondes. Les tranchées, la pierre noire, elle m'attend, comme si elle savait. 5 secondes. Je place la grenade contre la pierre, elle est chaude, vivante, et pour la première fois, j'entends sa vraie voix. Tu ne peux pas nous arrêter tous, Marc Dubois. Nous sommes légion. 3 secondes. Peut-être, mais je peux vous retarder. 1 seconde. L'explosion, et puis le silence. Mais quand la fumée se dissipe, la pierre est toujours là, fissurée, affaiblie, mais pas détruite. Et maintenant, elle est en colère. La pierre est fissurée. Les voix des soldats morts se taisent. Pour un moment, je crois avoir gagné. Mais les pierres noires, elles sont plus malignes que je ne l'imaginais. De la fissure principale s'échappe une fumée noire. Elle tourbillonne autour de moi, mais au lieu de m'attaquer, elle semble me caresser. Bien joué, Marc. Tu as fait exactement ce qu'il fallait. Je me retourne. Sarah est là. Mais quelque chose cloche. Ses yeux, ils brillent de cette même lueur noire que la pierre. Sarah, comment tu es arrivée ici? La même façon que j'ai toujours été là, Marc, depuis le début. Elle avance vers moi, et sa forme commence à changer. Sa peau devient translucide, ses vêtements se transforment en fumée noire.
Tu croyais vraiment qu'une simple humaine pouvait pénétrer dans le temple du premier, traverser les dimensions? Marc, je suis la pierre. Non, non, c'est impossible. Tu m'as aidé, tu as sacrifié. J'ai joué mon rôle. Depuis ton arrivée ici, je t'ai manipulé. Chaque rencontre, chaque révélation, tout était orchestré. La fausse Sarah ricane en montrant la pierre fissurée. Tu vois, Marc, nous avions un problème. Cette pierre était trop ancienne, trop rigide. Elle ne pouvait plus évoluer. Nous avions besoin de quelqu'un pour la rafraîchir. L'explosion EMP n'a pas détruit la pierre. Elle l'a libérée de ses vieilles limitations. Et maintenant, la pierre se relève, littéralement. Elle se dresse comme une créature, ses fissures deviennent des yeux, sa base se transforme en tentacule de roche noire. Maintenant, elle peut se déplacer, se reproduire, contaminer d'autres lieux. Madame Moreau, Henri, étaient-ils aussi... Des fragments de moi? Bien sûr. Chaque personne que tu as rencontrée, chaque conseil reçu, j'étais là, te guidant vers ce moment. Autour de nous, la forêt se transforme. Les arbres deviennent noirs, leurs racines fusionnent avec la pierre. En quelques minutes, toute la forêt de Verdun devient une extension de la créature. Tu entends ça, Marc? C'est le village. Mes nouvelles racines ont atteint les habitations. Chaque personne touchée devient un fragment de moi. Je regarde, horrifié, vers le village. Des lumières noires s'allument dans les maisons. Des silhouettes sortent, mais elles ne marchent plus. Elles glissent comme la fausse Sarah. Apold, pourquoi moi? Pourquoi cette mise en scène? Parce que tu es spécial, Marc. Un soldat moderne, aguerri, traumatisé. Ton énergie psychique a nourri ma transformation. Et maintenant, en gris. Maintenant, je vais te montrer ce qu'est vraiment la guerre éternelle. La créature pierre lance ses tentacules vers moi. J'esquive de justesse, mais je réalise que je n'ai plus d'armes, plus de plan. Comment lutter contre quelque chose que j'ai moi-même libéré? En reculant, je trébuche sur quelque chose. Le carnet de grand-père. Il s'est ouvert à une page que je n'avais jamais vue. Thoughtful. Si tout échoue, souviens-toi, les pierres se nourrissent de guerre, mais elles craignent une chose. La paix véritable. Pas l'absence de conflit. La paix de l'âme. La paix de l'âme. Soudain, je comprends. Mes traumatismes, ma culpabilité, ma colère, c'est ça qui nourrit la pierre depuis le début. Je ferme les yeux. Malgré la créature qui se rapproche, malgré la terreur, je me pardonne. Pour Sarah, pour mes camarades, pour toutes mes erreurs. La créature recule comme brûlée, scriminant « Tu ne peux pas, la guerre est dans ton cœur !» Pour un instant, je crois avoir trouvé la solution. La créature semble affaiblie, reculant devant ma paix intérieure, mais alors, la fausse Sarah se met à rire. « Oh Marc, tu crois vraiment que c'est si simple? Tu viens de libérer toute ton énergie psychique d'un coup, et devine qui va la récupérer? » La créature se jette sur moi, mais au lieu de m'attaquer, elle me traverse. Comme si elle entrait en moi. Je sens ma paix, ma sérénité, être dévorée de l'intérieur. Et maintenant, c'est moi qui commence à me transformer. Mes yeux deviennent noirs, ma peau devient translucide. Bienvenue dans la vraie guerre éternelle, Marc. Tu ne la mèneras plus, tu seras la guerre. Je deviens la guerre. Chaque battement de mon cœur résonne comme un tambour de bataille. Mais au plus profond de cette transformation, j'entends une voix, la vraie Sarah, et elle n'est pas morte. Marc, tu m'entends? Je suis toujours dans l'hôpital. Mon corps se bat pour rester en vie. Et je sens que tu es en train de mourir. À l'intérieur de moi, la pierre noire pulse. Elle dévore mes souvenirs, mes émotions. Mais la voix de Sarah, elle résiste. Comment tu peux être là? L'amour, Marc. C'est la seule chose que les pierres ne peuvent pas imiter parfaitement. Elles comprennent la guerre, la haine, la peur, mais l'amour vrai les dépasse. La créature sent la résistance. Mes doigts deviennent noirs, ma peau se craquelle comme de la roche. Lutte depuis l'intérieur, Marc, tu es plus fort qu'elle. Je ferme les yeux et je plonge en moi-même. À l'intérieur, c'est un champ de bataille. D'un côté, tous mes traumatismes transformés en soldats noirs. De l'autre, mes souvenirs d'amour, de fraternité, de paix. Tu peux pas gagner, Crie la voix de la fausse Sarah.
Regarde tes souvenirs. Que de violence. Tu as tué en Afghanistan. Tu as aimé ça. C'est vrai. Au combat, j'ai ressenti quelque chose. Une adrénaline sombre. La pierre se nourrit de ça. Mais il y a autre chose, murmure la vraie Sarah. Souviens-toi pourquoi tu as rejoint l'armée. Flashback. Moi, enfant, regardant grand-père en uniforme. Pourquoi tu étais soldat, papy? Pour protéger ceux qu'on aime, petit. Toujours pour protéger. Souviens-toi de tes camarades. Pas leur mort, leur vie. Flashback. Thomas qui rit aux éclats en lisant une lettre de sa fille. Philippe qui partage sa ration avec un enfant afghan. Antoine qui pleure en secret mais qui continue à protéger son équipe. La pierre noire en moi commence à se fissurer. Pas par la violence, par la compassion. Impossible. Gémit la créature. Vous êtes une espèce guerrière. C'est votre nature. Soudain, j'entends leur vraie voix. Thomas, Philippe, Antoine. Pas les versions corrompues de la pierre. Leurs véritables âmes. Marc, nous ne sommes pas morts pour la guerre. Nous sommes morts pour la paix qui viendrait après. Je comprends enfin. La guerre n'est pas notre nature. C'est notre échec à trouver une autre solution. Mais la capacité d'aimer, de se sacrifier pour les autres, ça, c'est vraiment nous. À l'intérieur de moi, la pierre noire explose. Pas par la violence, mais par l'amour inconditionnel. La créature hurle, se désintègre. La forêt redevient normale. La vraie forêt. Le village au loin retrouve ses lumières naturelles. Les gens sortent de leur maison, confus mais vivants. Je suis de retour dans mon corps. Mais quelque chose a changé. Je sens d'autres pierres, partout dans le monde, qui s'éveillent. Un message, de numéros inconnus, partout dans le monde. Gettysburg se réveille. Stalingrad pulse. Hiroshima résonne. La destruction de la pierre de Verdun a envoyé un signal. Toutes les autres s'activent simultanément. Marc, mon corps. Je n'arrive plus à... Je sens que je pars. Sarah, non, reste avec moi. Écoute-moi. Tu es le seul à connaître le secret maintenant. L'amour vrai peut les détruire, mais il faut que tu trouves les autres. Les autres comme toi. D'autres soldats qui ont choisi l'amour plutôt que la guerre. Ils existent, Marc, dans chaque pays. Trouve-les. Sa voix disparaît. Je suis seul. Mais maintenant, je sais ce que je dois faire. 6 mois plus tard, je voyage de par le monde. Chaque ancienne zone de conflit, je trouve quelqu'un comme moi. Un ancien soldat qui a choisi la paix. Ensemble, nous formons une nouvelle armée. J'écris dans un nouveau carnet. Si vous entendez cette histoire et si vous ressentez l'appel des pierres noires, souvenez-vous, la guerre est un choix. L'amour aussi. Et l'amour est plus fort. Mais parfois, la nuit, j'entends encore leur chuchotement. Les pierres dorment, mais elles rêvent toujours. Et dans leurs rêves, elles préparent leur retour. Car si une chose est certaine, la guerre entre l'amour et la haine n'est jamais vraiment finie. Elle ne fait que changer de champ de bataille.